Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline O'Haraud. Et je m'appelle Anthony Jeffet. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de l'actu consacré à la thématique des retraites et plus particulièrement à la question suivante, quel âge pour la retraite en France demain? Aujourd'hui, un jeune qui rentre sur le marché du travail à 20 ans, est-ce qu'il va faire confiance au gouvernement des 45 prochaines années pour lui assurer par répartition la retraite qu'on lui promet? La réponse est évidemment non. C'est dans ces termes que l'économiste Bertrand Martineau a dit que vous toutes et vous tous, vous ne devriez pas faire confiance au système de retraite par répartition pour vous garantir un âge de départ à la retraite raisonnable. Il illustre une crise de confiance globale dans le système des retraites, mais est-ce que cette crise est fondée? Va-t-on réellement partir à la retraite plus tard? C'est ce que nous vous proposons de voir aujourd'hui. Alors pour rentrer doucement dans le sujet, quelques définitions d'abord. Quand on parle de la retraite, on parle de deux notions en fait, qui se correspondent. C'est d'abord la cessation d'activité professionnelle, donc c'est cet instant où le travailleur arrête son activité professionnelle, mais ça correspond aussi à la prestation perçue par ce dernier, une fois le passage à la retraite. La retraite, elle est définie par le Code de la sécurité sociale, vous voyez la définition à l'écran. Deuxième notion dans ce sujet, c'est la notion d'âge, également définie par le Code de la sécurité sociale comme étant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite. Pour autant, c'est une notion plurielle et on vous propose de la décliner en quatre éléments. D'abord, l'âge de départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge à partir duquel l'assuré peut commencer à faire valoir ses droits à la retraite. Attention, cet âge n'est pas synonyme d'une pension de retraite à taux plein, puisqu'elle dépend des trimestres cotisés. En France, elle est fixée à 64 ans. Et 64 ans, c'est l'âge de l'EN3S, comme en reflète notre numéro de promotion. Mais rassurez-vous, si l'EN3S a atteint l'âge de départ à la retraite légal, elle n'est pas prête de cesser son activité. Deuxième notion, l'âge effectif. Il s'agit là de l'âge moyen conjoncturel de départ à la retraite qui correspond au moment de la liquidation des droits. C'est donc un âge qui dépend du comportement des individus. Cet âge est en moyenne de 62,7 ans en France. L'âge d'annulation de la décote maintenant, c'est l'âge auquel l'assuré peut légalement partir en retraite et toucher une pension à taux plein, même s'il n'a pas rempli les conditions de trimestre, fixées à 67 ans en France. Dernière notion, l'âge pivot, qu'on ne va pas développer dans cette présentation puisqu'il était relié à la réforme de 2019 qui a été abandonnée. Le paramètre de l'âge de départ à la retraite, il est critique dans un contexte de vieillissement de la population française comme européenne. Ainsi, en 2070, les personnes de plus de 75 ans seront 2 fois plus nombreuses qu'aujourd'hui en France. Cela diminue mécaniquement le ratio retraité sur cotisant. En 1960, on avait 4 actifs par retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 par retraité. Et en 2070, on arrivera à un ratio de 1,3 cotisants par retraité. Avec si peu de cotisants, le système des retraites est-il soutenable? C'est l'interrogation qui émerge aujourd'hui. Car entre 2020 et 2023, les dépenses de retraite ont augmenté de 40 milliards d'euros. Dans ce contexte, la Cour des comptes a remis un rapport au Premier ministre sur la situation financière du système de retraite le 20 février 2025. Elle estime que le déficit devrait atteindre 15 milliards d'euros d'ici 10 ans. Les âges varient selon les régimes, les femmes et les hommes, les emplois. Il est donc difficile de faire accepter des réformes financières en lien avec l'âge qui concernent des publics inégaux qui ne sont pas à égalité face à l'âge de départ à la retraite. L'âge est alors devenu un sujet de crispation politique, voire un totem que certains voudraient absolument avancer à 62, voire 60 ans, et d'autres absolument conserver à 64 ans, voire déplacer à 65, voire même 67 ans. Dès lors, quel levier activer pour garantir un âge de départ à la retraite juste et soutenable dans le système français? Et pour y répondre, nous vous proposons de voir que si l'âge est devenu un enjeu majeur des réformes des retraites, le paramètre de l'âge masque une diversité de réalités et d'inégalités. À terme, cet âge pourrait ne plus être soutenable. Il concentre donc les débats et les propositions sur les leviers éventuels pour garantir la liquidation des droits à un âge raisonnable. L'âge de départ à la retraite est le paramètre qui cristallise le plus l'opinion publique quand il s'agit des réformes des retraites. Pour mieux comprendre ce débat, on vous propose un petit retour historique. Les ordonnances de 1945 ont consacré la création d'un régime de retraite obligatoire pour tous les salariés et fixé l'âge légal de départ à 65 ans. Dans les faits, à cette époque, les départs avant l'atteinte du taux plein étaient fréquents et avaient un impact important sur le niveau de pension et donc le niveau de vie des retraités. Le rapport Larocque, en 1962, a constitué un véritable cri d'alerte sur la situation des personnes âgées et a préconisé la revalorisation des retraites et du minimum vieillesse.
Des réformes successives ont alors conduit à une baisse progressive de l'âge de départ à la retraite et à l'amélioration des pensions des retraités. 2 réformes emblématiques à retenir. D'abord, la réforme Boulin en 1971 qui permet le passage du taux plein de 40 à 50% et qui facilite les départs pour inaptitude. Seconde réforme marquante, celle de 1982 portée par François Mitterrand qui a permis l'abaissement de l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Cette mesure sociale, symbolique de son septennat, repose sur l'idée, je le cite, d'instaurer un droit au repos que les travailleurs sont fondés à revendiquer en contrepartie des services rendus à la collectivité à l'issue d'une durée de carrière normale. Et donc, Pauline, on voit que la priorité à cette période, c'était d'améliorer les conditions de vie des retraités. On voit que ce ne sont pas les priorités actuelles. Quand est-ce que cette histoire s'est arrêtée ? Eh bien, Anthony, changement d'ambiance dans la seconde partie des années 80. Les crises économiques successives et le vieillissement de la population interpellent les pouvoirs publics sur la pérennité des dispositifs. Les lois généreuses des années 70 et du début des années 80 ont certes permis des avancées sociales, mais ont aussi eu un impact sur l'équilibre financier du système. Ces constats sont notamment repris dans le livre blanc des retraites publié en 1991. Les réformes des retraites vont alors avoir pour objectif d'équilibrer le système, principalement en incitant à la prolongation d'activité. Cependant, l'âge de départ à la retraite ne sera touché qu'au moment de la réforme Woerth en 2010. La réforme Balladur de 93 va suivre les recommandations du livre blanc et faire passer la durée de cotisation qui permet de bénéficier d'une retraite à temps plein de 37,5 à 40 ans. 3 réformes importantes vont ensuite se succéder entre 2003 et 2014, la réforme Fillon en 2003, la réforme Woerth donc en 2010 et la réforme Touraine en 2014. Chacune d'elles prévoit une augmentation de la durée de cotisation. L'âge de départ passe de 60 à 62 ans en 2010. Les dispositifs de décote et de surcote sont introduits en 2003, en même temps que le droit à l'information du travailleur sur sa future retraite. L'accès au dispositif des carrières longues est progressivement restreint et le régime des fonctionnaires va s'aligner sur le régime général. Et on voit, Pauline, que l'âge de départ à la retraite, il a été relevé depuis. Donc, qu'est-ce que dit la dernière réforme des retraites ? À quel âge les Français partent-ils maintenant à la retraite ? Alors oui, quelles sont aujourd'hui les règles du jeu ? Eh bien, l'âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 62 à 64 ans. Au 1er septembre 2023, l'âge légal augmente de 3 mois par an et la durée d'assurance d'1 trimestre par an. En cas de départ avant l'âge légal, le système de décote est mis en œuvre. La pension est alors réduite au prorata des trimestres manquants et une décote supplémentaire de 1,25% est ajoutée pour chaque trimestre manquant. L'âge d'annulation de la décote est conservé à 67 ans. Attention, la pension reste calculée au prorata de la durée de cotisation. Les personnes qui poursuivent leur activité après l'atteinte du taux plein bénéficient d'une surcote de 1,25% par trimestre supplémentaire, et ce sans limitation. Mais est-ce que les 64 ans concernent tout le monde, Pauline ? Eh bien non, Anthony. Notre système français conserve beaucoup de spécificités. Premier focus, le dispositif des carrières longues, qui est bien sûr adapté suite à la réforme des retraites de 2023. Pour une carrière ayant démarré avant 16 ans, par exemple, le départ est possible à partir de 58 ans et dès 60 ans pour un démarrage entre 16 et 18 ans. Petit focus maintenant sur la fonction publique, qui compte plusieurs âges dérogatoires. Première catégorie, la catégorie active, qui concerne des travailleurs qui ont subi dans leur parcours professionnel des risques particuliers ou une fatigue exceptionnelle, comme les aides-soignantes ou encore les douaniers. Ces fonctionnaires peuvent partir jusqu'à 5 ans avant l'âge légal. Il existe aussi la catégorie superactive qui concerne là plutôt les policiers ou encore les éboueurs. Les concernés peuvent partir jusqu'à 10 ans avant l'âge légal. Pour les militaires, l'âge légal varie selon le statut et le grade. Il est en moyenne autour des 47 ans. Et donc, Pauline, on a vu la diversité des âges légaux de départ à la retraite, mais dans les faits, quel est l'âge effectif de départ à la retraite ? Alors, pour répondre à cette question, on peut regarder le rapport publié par l'adresse Les retraites et les retraités, publié en 2024 sur des chiffres de fin 2022. L'âge moyen conjoncturel de départ à la retraite, selon ce rapport, s'élève à 62 ans et 8 mois pour les retraités de droit direct résidant en France. Comme vous le voyez sur la courbe, les femmes partent en moyenne 8 mois après les hommes. Donc 63 ans pour elles, 62 ans et 4 mois pour les hommes. Si l'on regarde un peu plus précisément les chiffres par régime, pour le régime général, l'âge moyen de départ s'établit à 63 ans et 5 mois. Il est plus tôt pour les régimes spéciaux. Vous voyez quelques exemples affichés à l'écran. Et l'âge effectif de départ à la retraite, il est donc un paramètre très sensible au travail en général, si l'on suit la logique, Pauline. Tout à fait, Anthony. On peut affirmer que le sujet de l'âge de départ à la retraite recouvre des réalités diverses et constitue un terrain d'inégalité majeur, très souvent pointé d'ailleurs dans les réformes. Les inégalités, on peut d'abord les lire
sous l'angle de l'espérance de vie en bonne santé. La question à se poser finalement, c'est combien de temps les retraités vont-ils profiter de leur retraite en bonne santé ? En moyenne, en France, l'espérance de vie en bonne santé, elle était en 2022 de 65,3 ans pour les femmes, 6e place dans l'Union européenne, et de 63,8 ans pour les hommes, 10e place. Donc mécaniquement, plus l'âge de départ à la retraite recule, moins les retraités profitent de leurs dernières années de vie en bonne santé. Si on affine un peu ce constat avec la courbe qui vous est affichée à l'écran, on remarque une corrélation entre l'espérance de vie en bonne santé et le niveau de vie. Dans une étude publiée en 2018 et qui a fait grand bruit médiatiquement, l'INSEE indiquait qu'à 62 ans, 25% des hommes français se situant parmi les 5% les plus pauvres sont déjà morts, soit 5 fois plus que les 5% les plus riches. En d'autres termes, cela signifie qu'un homme ayant passé la totalité de sa vie dans les 5% les plus pauvres de la population a une mortalité plus élevée que la moyenne et un risque sur 4 de mourir avant 62 ans. Une proportion qui atteint presque 30% si on recule l'âge de retraite à 64 ans. Vigilance tout de même sur ces chiffres, puisque ces données, elles ne rendent compte que de la situation des hommes qui auraient vécu toute leur vie se situant dans le premier vingtile du niveau de vie de la population des 5% les plus pauvres. Et face à cette mortalité, Pauline, quelles causes peuvent l'expliquer ? Est-ce la pénibilité de certains emplois ? Oui, un lien direct existe entre ces éléments et la pénibilité. Pour rappel, la loi prévoit des dispositions particulières pour que les travailleurs puissent partir en retraite de manière anticipée. Ces dispositifs, ce sont par exemple les carrières longues, les dispositifs en lien avec l'invalidité ou le handicap, ou encore les carrières pénibles. Ils permettent donc de partir à la retraite sans décote, voire avant l'âge légal. Ils cristallisent aujourd'hui une partie de l'opinion publique dans un contexte où la pénibilité du travail augmente. Pour certains critères, par exemple comme les charges lourdes ou encore les postures pénibles, et notamment pour les travailleurs les moins qualifiés. Le C2P est une des réponses à ce constat. Il permet aux salariés concernés d'anticiper leur départ à la retraite. Pourtant, d'après un rapport de la Cour des comptes de 2022, il est sous-utilisé et son impact reste très faible. Son périmètre est aujourd'hui aussi grandement remis en question. Vous le voyez affiché à l'écran, il contient dans son périmètre 6 facteurs et plusieurs syndicats comme la SFTC revendiquent l'élargissement du dispositif à d'autres facteurs comme les vibrations mécaniques ou les postures pénibles par exemple. Un lien existe également, si on élargit un petit peu le champ, entre le sujet de l'âge de départ à la retraite et plus globalement le sujet du travail. Quand un salarié se sent bien dans son travail, l'âge de départ à la retraite n'est pas forcément un sujet majeur dans son déroulement de carrière. Ainsi, le fait que l'âge de départ à la retraite soit en France central sur les débats sur les retraites est vraiment le reflet d'un certain malaise des Français face au travail. Selon une étude récente de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, qui date de janvier 2023, 61% des salariés en France préfèrent gagner moins d'argent, mais avoir plus de temps libre. Ils étaient 38% en 2008. Un lien direct est fait dans l'étude avec les conditions de travail qui sont pointées par 24% des salariés. Et par rapport au travail, nous avons évoqué, Pauline, que les femmes partent plus tard à la retraite que les hommes. Quelle est la raison de cette différence ? Est-ce que les femmes sont plus heureuses au travail que les hommes ? Alors, Anthony, peut-être, mais plus objectivement, la carrière des hommes est en moyenne plus complète que celle des femmes, si bien qu'ils remplissent plus jeunes les conditions pour partir à la retraite avec une pension à taux plein. Ils sont également plus souvent concernés par les dispositifs de carrière longue. Par ailleurs, les femmes perçoivent une pension de retraite qui est nettement inférieure à celle des hommes, de l'ordre de 28% en tenant compte des pensions de réversion, 40% en n'en tenant pas compte. C'est directement la conséquence des interruptions de carrière vécues par les femmes, des écarts de salaire, mais aussi de leur orientation vers des métiers qui sont souvent moins rémunérateurs. Bien que l'écart se réduise, vous le voyez sur le graphique, on a une réduction de l'écart de durée de cotisation entre les hommes et les femmes depuis les années 70. Eh bien, l'INED nous indique que cet écart il ne sera toujours pas comblé en 2065. Ces inégalités, elles sont dans les faits en partie compensées par les dispositifs des droits familiaux aux retraites qui sont accordés sous conditions, qui permettent d'accorder aux personnes concernées, notamment aux femmes, un avantage au moment de la liquidation de la retraite. Il s'agit par exemple du dispositif de majoration de pension pour enfants. Pour autant, ce dispositif aujourd'hui, il est décrié pour son mode de calcul qui induirait une faible redistributivité. Un rapport récent de la DREES, commandé par le corps, dégage d'ailleurs 3 scénarios d'évolution. Et donc, Pauline, on a vu diverses inégalités comme face à la pénibilité ou entre femmes et hommes. Mais comment les pouvoirs publics agissent-ils sur l'ensemble de ces inégalités ? Eh bien, pour exemple, la dernière réforme des retraites de 2023 compte plusieurs dispositions pour limiter les inégalités face à la retraite. Elles sont affichées à l'écran, la suppression de 5 régimes spéciaux, l'extension du périmètre de la retraite progressive aux non-salariés et aux fonctionnaires, des dispositions aussi concernant les droits familiaux,
comme la surcote anticipée à partir de 63 ans pour les mères de famille ayant la durée d'assurance requise avant le nouvel âge légal, un recours facilité au C2P avec des droits améliorés, par exemple la suppression du plafond de points cumulables, l'abaissement de la durée minimale d'exposition pour le travail de nuit également, et puis la création du FIPU, le fonds d'investissement dans la prévention et l'usure professionnelle, qui va participer au financement, au développement d'actions de sensibilisation, de prévention, de formation ou encore de reconversion professionnelle. Et est-ce que toutes ces mesures sont efficaces ? Bien, on peut en douter puisque les inégalités persistent et aussi parce qu'on observe une tendance actuelle à l'augmentation du nombre d'assurés qui décident de partir en retraite avec une décote. Renaud Villard, le directeur général de la CNAV, a récemment indiqué qu'historiquement, 7 à 8% des assurés ne partaient pas à la retraite avec un taux plein. Ce taux, il est aujourd'hui de 13 à 14%. Autre chiffre intéressant concernant la fonction publique territoriale et hospitalière. Une étude récente de la Caisse des dépôts indique que le nombre de départs anticipés pour invalidité a augmenté de 30% en un peu plus de 10 ans. Voilà, pour conclure cette première partie, on peut indiquer que l'âge de départ à la retraite, il est tout autant un sujet de préoccupation sociale que politique, également un sujet d'acceptabilité sociale important. Deux chiffres, voilà, je vous propose 2 chiffres pour terminer. Le COR prévoit dans son rapport de juin 2023 une projection de l'âge moyen de départ à la retraite en 2070 qui serait de 64,6 ans, avec les effets des différentes réformes pour l'équilibre du système des retraites. Et plutôt un chiffre en lien avec l'équilibre financier de ce système. Il est aujourd'hui excédentaire avec plus 8,5 milliards d'euros en 2023, et ce notamment grâce aux efforts de la dernière réforme. Mais la Cour des comptes prévoit dans son rapport 2024 un déficit de 31,6 milliards d'euros à l'horizon 2045. Et dans ce second temps, je vous propose justement de rebondir sur le sujet financier et notamment sur le rapport de la Cour des comptes qui était très attendu et qui a révélé que la réforme des retraites de 2023 a des effets plutôt mitigés. En effet, elle atteint l'objectif d'équilibre financier par le fait qu'il y aura 350 000 personnes en moins à la retraite d'ici 2032. Cela améliore le solde du régime général de 7,1 milliards d'euros et a également un impact positif sur l'ensemble des finances publiques de 8 à 14 milliards d'euros selon la Cour. En revanche, l'impact de cette réforme serait quasiment annulé d'ici 2045 pour n'être plus que de 0,7 milliards d'euros à cette période, ce qui explique notre solde de moins 31,6 milliards d'euros envisagé plutôt par la Cour des comptes. Que dit le rapport de la Cour sur l'âge de départ à la retraite, Anthony ? Eh bien, Pauline, son décalage modifie la balance en présence et qui s'affiche ici. Par exemple, décaler l'âge d'ouverture des droits à la retraite coûterait à 63 ans, coûterait 17,7 milliards d'euros, dont 5,8 milliards d'euros pour le seul régime général. 17,7, c'est pour l'ensemble des finances publiques d'ici 2035. A l'inverse, le reculer à 65 ans rapporterait jusqu'à 13 milliards d'euros la même année, ce qui montre l'importance de l'âge de départ à la retraite dans l'équilibre financier du système. Que préconise la Cour des comptes dans son rapport ? Eh bien, Pauline, elle ne préconise rien. La Cour des comptes ne préconise rien dans son rapport car elle estime que les solutions appartiennent au débat public. Toutefois, elle se donne 2 pistes alternatives au décalage de l'âge de départ à la retraite qui peuvent être l'augmentation du taux de cotisation. En effet, augmenter d'1 point ce taux, qu'il soit patronal ou salarial, pourrait rapporter de 4,8 à 7,6 milliards d'euros par an. Toutefois, la Cour des comptes est sceptique sur cette option car elle craint les effets sur le chômage et le PIB qui pourraient résulter d'une augmentation du taux de cotisation. Elle privilégie donc une autre piste possible comme la désindexation des pensions de retraite qui sont indexées sur l'inflation actuellement et qui pourrait rapporter 2,9 milliards d'euros par an dès 2025 avec un effet qui pourrait s'accentuer avec le temps. En revanche, il faut aussi dépasser le rapport de la Cour des comptes. En effet, il s'inscrit dans un contexte particulier d'un audit flash dans une formation interjuridiction qui rassemblait 3 chambres de la Cour des comptes et qui actualisait surtout des données existantes du corps, de la DG Trésor et de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. C'est aussi pour ça que la Cour ne peut pas proposer directement des scénarios d'évolution. Et surtout, le rapport a été commandé par le gouvernement dans un contexte politique bien précis. Quelle était d'ailleurs la raison de cette commande ? Eh bien, Pauline, il s'agissait de la convocation de la délégation paritaire permanente sur les retraites. Elle est plus communément appelée dans les médias le conclave sur les retraites. Le rapport de la Cour des comptes a permis d'alimenter le conclave dans un débat riche qui est avant tout syndical.
Leurs propositions sont synthétisées dans le tableau qui s'affiche et elles sont plutôt polarisées, comme on peut l'apercevoir dans le tableau. En effet, ce qui a créé cette polarisation, c'est la note de position de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, que vous trouvez en 5e place ici, et qui a proposé d'indexer l'âge de départ à la retraite sur l'évolution de l'espérance de vie, avec une révision automatique tous les 3 ans. Cette proposition polarisante s'est ajoutée à la suppression de 3 jours fériés ou l'ajout d'1 heure de travail par semaine pour pouvoir financer une retraite par capitalisation individuelle obligatoire inspirée du modèle de la retraite additionnelle de la fonction publique, la RAFP. Elle serait gérée par les partenaires sociaux et on y reviendra plus loin, mais cette proposition a vraiment fracturé presque les syndicats entre eux. Et notamment, les syndicats de salariés ont cherché d'autres solutions par rapport à celles proposées par la CPME. En effet, la CFDT a adhéré à l'idée de la ministre du Travail de taxer les retraités touchant plus de 2 000 à 2 500 euros net par mois, parce que cela pourrait rapporter 3,2 milliards d'euros par an et donc continuer à équilibrer notre balance. Cela permettrait aussi de rééquilibrer la solidarité intergénérationnelle et la CGT veut même aller plus loin. Elle propose de taxer les revenus financiers de l'ensemble des entreprises et de réaliser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour apporter jusqu'à 6 milliards d'euros par an. Alors dans ce contexte, est-ce qu'un accord pourrait émerger ? Eh bien malheureusement, Pauline, c'est de moins en moins sûr. Les négociations du conclave se poursuivent chaque jeudi et le gouvernement conditionne les négociations à l'équilibre du système atteint d'ici 2030. Et en l'état, tout paraît bloqué. La situation peut même avoir évolué dans les heures qui suivent ou pendant cette présentation. Car en effet, Force ouvrière a quitté la réunion 15 minutes après sa participation. Et le président du corps, Gilbert Sett, avait exprimé à l'époque sa crainte que l'instance ne parvienne pas à proposer des améliorations significatives à la réforme de 2023. Et aujourd'hui, cette crainte du corps se confirme. L'UDP est partie des négociations parce qu'elle n'estime pas raisonnable de continuer à discuter de l'âge légal de départ à la retraite pour le ramener potentiellement à 62 ans. A l'inverse, la CGT a quitté les négociations également parce qu'elle estime que le non-retour aux 62 ans est une ligne rouge pour elle. Le Premier ministre avait justement proposé, en cas d'impasse syndicale comme ce qui semble se profiler aujourd'hui, de soumettre le résultat du conclave au référendum afin de proposer une solution politique à cette impasse. Mais le président de la République a rejeté cette idée et donc l'issue du conclave semble aujourd'hui compromise, même si les autres syndicats souhaitent poursuivre les discussions. La CFDT, le MEDEF et la CPME ont notamment un point commun, ils ne sont pas opposés à ce qu'une dose de capitalisation existe dans le retraite générale, ce qui pourrait être une porte de sortie. Alors d'ailleurs, quel serait l'impact de la capitalisation sur l'âge de départ à la retraite ? Eh bien, Pauline, ici, l'intention, elle est simple. C'est d'augmenter les rendements des retraites pour soit partir plus tôt, soit avec une retraite plus confortable pour rééquilibrer le pouvoir d'achat. Ainsi, les rendements de la retraite additionnelle de la fonction publique, RAFP, sont de 4 à 9% sur un capital plutôt réduit, 2 milliards d'euros. Par contre, selon le président du corps, il faut être vigilant quant à cette perspective. D'où le signe attention qui s'affiche. Pour le président du corps, c'est une idée partielle, sinon erronée. Parce que les retraites par capitalisation nécessitent des prélèvements supplémentaires pour constituer son capital. Il existe 2 solutions pour constituer ces prélèvements, soit une gestion par un fonds souverain qui serait créé de toutes pièces, avec peut-être la RAFP, et qui aurait donc des coûts importants, notamment pour constituer ce capital, soit une gestion par le privé pour alimenter un autre capital déjà existant. Et la solution de gestion par le privé, elle a aussi des coûts. Le plan d'épargne retraite, la première solution de retraite par capitalisation volontaire qui existe en France, elle coûte déjà 1,8 milliard d'euros par an à l'État selon la Cour des comptes, en raison de déductions fiscales qui s'appliquent pour inciter à son recours. En outre, les marges commerciales des acteurs financiers, banques et assurances, réduisent les rendements réels du plan d'épargne retraite qui sont moins élevés que la RAFP, autour de 2 à 7,5%. Et surtout aussi, confier les retraites par capitalisation, cela peut engendrer un problème de souveraineté sur nos retraites. En effet, la Suisse, elle a opté pour un modèle par capitalisation délégué à des acteurs financiers américains. Aujourd'hui, elle s'interroge. Que se passe-t-il si son système de retraite, ses actifs qui le financent, sont gelés par les États-Unis ou objets de sanctions ?
il faudrait que soudainement, peut-être, les travailleurs suisses partent plus tard à la retraite, voire retravaillent alors qu'ils avaient déjà liquidé leurs droits. D'autant que même un fonds de pension souverain, il dépend aussi des marchés financiers. La RAFP, elle a 20% de son portefeuille qui dépend d'actifs ou obligations extra-européens. Et même si on se cantonne à des actifs européens, on peut avoir des variations liées aux marchés mondiaux, ce qui peut déstabiliser le système de retraite. Alors si la capitalisation ne semble pas être une solution pour garder un âge de départ à la retraite stable, quelles autres pistes pourraient exister ? Eh bien ici, Pauline, l'Allemagne peut proposer paradoxalement une approche intéressante. En effet, on parle souvent de l'Allemagne dans le sens où elle a un âge à taux plein plutôt élevé, 67 ans. Mais en réalité, l'âge légal réel est plus bas qu'en France actuellement, à 63 ans, sous condition de 35 ans de cotisation. L'Allemagne prend également en compte les carrières longues. 45 ans de cotisation suffisent à garantir un départ à la retraite indépendamment de l'âge. Les décotes sont plafonnées à 14,4% en Allemagne contre 25% en France. Toutefois, une décote, ça peut avoir aussi un intérêt. Ça peut inciter à rester au travail plus longtemps et sans toucher à l'âge légal de départ à la retraite directement. Mais pour que cette décote soit réellement efficace, il faut aussi pouvoir mieux vivre au travail et réduire les inégalités que nous avons analysées aujourd'hui. Ainsi, la CFDT a proposé de réintégrer 4 facteurs exclus du compte professionnel de prévention dont Pauline vous avez mentionné et qui sont réaffichés à la slide. En outre, les juristes Bernard et Joris Genest proposent de prévoir un départ progressif de l'entreprise 10 ans à l'avance en intégrant des dispositifs de prévention dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Inexistant dans une entreprise sur deux, le DUERP mériterait pourtant d'être utilisé comme un levier managérial pour pouvoir diagnostiquer et analyser les conditions de travail, notamment des salariés les plus expérimentés. D'autant que cela peut avoir un intérêt en France. Le taux d'emploi des seniors est faible par rapport à nos voisins européens. Dans le prolongement de la réforme des retraites, le pacte de la vie au travail, l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024, qui va être bientôt repris dans la loi, a ramené la retraite progressive à 60 ans, contre 62 ans avec la réforme des retraites, tout en amenant le cumul emploi-retraite dans le droit commun de la liquidation à la retraite. Mais ces deux dispositifs, retraite progressive et cumul emploi-retraite, restent malheureusement méconnus. 32% des retraités connaissent la retraite progressive, 50% le cumul emploi-retraite, selon la DREES en 2021. Une meilleure communication via des rappels des CARSAT, de la CNAV et des URSSAF, par exemple, pourrait permettre de mieux informer chaque salarié que ces dispositifs existent pour qu'ils puissent les faire valoir et qu'ils puissent partir dans de meilleures conditions à la retraite. Enfin, garantir un âge raisonnable de départ à la retraite nécessite de corriger les écarts entre les femmes et les hommes. En ce sens, la DREES propose une majoration proportionnelle accordée aux femmes dès le premier enfant qui augmenterait avec la charge parentale. Cela permettrait d'ajuster leurs droits pour garantir un traitement réellement équitable et qu'elles soient gagnantes, comme affiché à la slide. Au final, l'âge est un paramètre de départ à la retraite. Mais le maintenir nécessite d'agir sur l'ensemble du système des retraites ainsi que sur les conditions de travail. On peut partir plus tard si l'on peut réellement vivre en bonne santé ou si on se sent mieux au travail. Il est désormais temps de conclure cette présentation et pour cela, nous vous proposons 3 points à retenir. D'abord, historiquement, l'âge de départ à la retraite, il est resté inchangé. Entre 1982 et 2010, les gouvernements successifs ayant préféré agir sur la durée de cotisation. C'est un sujet qui est particulièrement sensible en France et qui est vraiment à mettre en lien avec le rapport des Français au travail. Le système des retraites est aujourd'hui face à une double contrainte, c'est le second point, des contraintes qui sont bien sûr étroitement liées et on les connaît bien, le sujet de l'équilibre financier et le sujet démographique du vieillissement de la population. Troisième point à retenir, les enjeux d'équité entre les générations, entre les hommes et les femmes, entre les carrières pénibles et les carrières classiques, posent aujourd'hui la question de la pertinence d'un âge uniforme de départ à la retraite. On a vu aussi dans cette présentation qu'il existe un lien fort entre l'âge raisonnable de départ à la retraite et le déroulement des carrières professionnelles du travail. Il faut donc, pour pouvoir partir à un âge de départ à la retraite raisonnable demain, mieux prendre en compte et compenser la pénibilité, veiller à la santé et à la sécurité au travail et aussi réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Pour cela, la mobilisation d'outils actuels et les réformes de certains outils peuvent permettre de partir à un âge raisonnable et adapté au parcours de chacun, tout en écartant des solutions qui sont parfois trop éloignées du système actuel, comme la retraite par capitalisation, qui pourrait avoir un lien direct avec l'âge, mais qui semble
être une solution partielle, sinon erronée. Enfin, pour conclure, nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir de la pédagogie sur ce sujet, car le sujet est très transversal et alors que les débats publics se cristallisent autour de l'âge légal de départ à la retraite. On a vu que ce n'est pas le seul âge de départ à la retraite et il faudrait plutôt interroger l'ensemble des âges de départ à la retraite pour pouvoir mieux partir à la retraite demain. Merci de votre attention.